Bonsoir et bienvenue chers auditeurs sur Méridien Zéro. Alors ce soir, Gérard Vaudan aux commandes de cette émission, une émission consacrée à l'extrême gauche. Même si nous n'avons qu'une heure, il nous en faudrait beaucoup plus, je vous l'accorde, pour aborder ce vaste sujet qu'est l'extrême gauche. Nous avons ce soir un invité de marque en la personne de Patrick Goffman. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Alors, avec moi pour traiter de l'extrême gauche, j'ai à mes côtés le camarade Crampon. Salut. Bonsoir Eugène. Et également Jean-Louis Roumégas qui nous fait le plaisir de revenir dans nos studios. Bonsoir Jean-Louis. Ah oui, la première fois était trop bonne. Merci Jean-Louis. Alors, l'extrême gauche, nous l'aborderons sous divers aspects lors de cette émission. Tout d'abord, je voudrais vous poser tout un tas de questions, messieurs. Je voudrais aborder l'extrême gauche sous la forme de la nébuleuse éclatée qu'elle est, avec les différentes composantes. Ensuite, je voudrais qu'on parle de ce terme de révolution permanente. Eugène, tu auras, je pense, beaucoup à dire sur ce sujet. On essaiera, très bien, merci. Nous verrons également le rapport entre gauchisme et capitalisme. Le gauchisme, est-il une maladie infantile du capitalisme ? Nous essaierons également de faire un petit zoom sur le mouvement trotskiste et enfin un comparatif avec l'extrême droite en général, alors un terme qui n'est pas forcément approprié, je vous le concède messieurs, mais on va parler de famille de pensée. On fera un comparatif entre la notion de révolutionnaire à la gauche du système et à la droite du système. Dans un premier temps, Jean-Louis, tu vas présenter notre invité à nos auditeurs. Bien sûr, même s'il est connu par un grand nombre d'entre eux, on peut l'espérer. Donc Patrick Goffman, vous êtes journaliste, écrivain, essayiste, né en 1949. Autant dire que vous n'êtes pas exactement de la première pluie. Donc vous avez fait vos premières armes politiques à l'organisation communiste internationaliste, qu'on retrouvera dans la petite étude qu'on va faire, puisque l'OCI a été quand même longtemps un pilier de l'extrême gauche trotskiste. Donc OCI, de laquelle vous avez été exclu, et en particulier vous racontez cet épisode dans Cœur de cuir, donc l'une de vos œuvres. En particulier, vous avez été exclu après avoir écrit un roman qui s'appelle « Les blonds préfèrent les cons », avec Pierre Marcel, qui était votre camarade d'alors, et qui exerce encore dans le journal gaucho-capitaliste Libération, ouvrage qui avait été publié par Flammarion. Depuis, non sans avoir commis en fait quelques articles pour le quotidien L'Humanité, vous vous êtes rapproché du Front National et vous avez mis votre talent au profit polémiste, bien sûr, au service de divers titres de la presse nationaliste, en y défendant une vision antilibérale et antimondialiste. Cette vision en particulier vous a conduit à dénoncer vigoureusement l'impérialisme yankee, comme on dit, et à prendre fait et cause pour la Serbie lors de la guerre du Kosovo à la fin des années 90. Vous avez également été secrétaire de rédaction du Libre Journal de la France courtoise, de Serge Bekest, et vous assistiez ce dernier à Radio Courtoisie jusqu'en 2007, date à laquelle Serge est mort, et vous, radiophoniquement aussi. Quelques citations. Non, mais sur Radio Courtoisie, j'entends. Quelques citations pour vous replacer par rapport aux auditeurs qui ne connaissent pas forcément Monsieur Goffman. Vous avez écrit « La France vit, la France vivra, libre, avec ses vrais alliés, l'Allemagne et la Russie. Elle remettra l'Amérique à sa place, d'arrière-cour de l'Europe, et elle renverra l'islam dans ses sables. Leurs collaborateurs respectifs trouveront leur Sigmaringen, et ce n'y sera pas la vie de château. » Ah, c'est dur, Jean-Louis, c'est dur. Autre citation. « Quand je suis à jeun, sikh, je prends parfois conscience de la sagesse et de la chance que j'ai eue d'épouser une vierge, élevée à Notre-Dame-de-Grâce de Passy. Naturellement, elle m'a rendu à peu près enragé et complètement dépouillé, avant de m'abandonner comme trop vieux et trop pauvre, et trop facho. » Alors, est-ce bien Monsieur Goffman ? Les citations sont tout à fait rigoureusement exactes, si c'est la question. C'est en partie la question. Le reste de la présentation est presque correct. On croirait Wikipédia ou une autre encyclopédie. Donc, deux petits détails. Les blonds préfèrent les cons n'ont pas été publiés chez Flammarion en 1979, mais aux éditions des autres.
c'est Cœur de cuir, longtemps après, qui a été publié chez Flammarion. Et puis un tout petit détail qui ne fera plaisir qu'à moi, mais bon, j'y tiens. Je réfute le titre d'écrivain, parce que si on est un peu rigoureux là encore, un écrivain vide sa plume en permanence. Et moi, j'en vis 3 ou 4 mois par an. Donc je revendique le titre plus modeste, mais plus exact, d'auteur. Un auteur, c'est quelqu'un qui a été publié. J'ai été publié une dizaine de fois, mais je ne vide ma plume que un trimestre par an environ. Eh bien, merci Monsieur Goffman de ces précisions. Eugène, je crois que tu voulais ajouter quelque chose sur Monsieur Goffman. Oui, tout à fait. Je dois dire que je suis très heureux qu'il soit avec nous ce soir au micro, parce que moi qui connais beaucoup de monde dans la mouvance, je dois dire que c'est peut-être un des derniers mecs authentiquement vertical que je connaisse. Je m'explique. Oui, c'est mieux, oui. Patrick, dans sa jeunesse, a été membre d'une organisation dont on va parler, qui s'appelle l'Organisation communiste internationale. Liste. Internationaliste, excusez-moi. Il se trouve que le nombre de ses camarades de l'époque, aujourd'hui, je pense notamment à des gens comme Jean-Christophe Cambadélis, etc., sont des mecs qui, eux, ont rallié le système. Ces gens-là, aujourd'hui, ils ont des salaires confortables, ils sont sénateurs, ils sont députés, ils ont été ministres. Ces mecs-là, ils ont des grosses bagnoles avec chauffeur. Ces mecs-là, ils ont des gros logements, avec beaucoup de pièces dedans. Ces mecs-là... Eugène, j'ai pour habitude de dire, si tu n'aimes pas ça, n'en dégoûte pas les autres, Eugène. Peut-être. Donc ces mecs-là, ils vont se faire dorer les miches à Saint-Tropez ou à Miami. Ces mecs-là, ils se gobergent de foie gras et de caviar. Goff, lui, il n'a pas rallié le système. C'est toute la différence. Il aurait pu goûter à ces ors-là. Il a préféré rester fidèle à ses idées, l'anticapitalisme, l'antilibéralisme. C'est peut-être ce qui l'a rapproché peut-être aussi de notre mouvance. On va en reparler tout à l'heure. Mais il est resté authentique. Il a accepté quasiment de vivre dans la précarité pour pas rallier le système et sa pourriture. Donc c'est assez rare pour être noté. C'est un comportement aristocratique. Voilà ce que je voulais dire avant de commencer l'émission. Oh bah, je crois qu'elle est bien entamée, cette émission. Écoute, Eugène, merci en tous les cas de ces précisions. Alors messieurs, je vous propose d'aborder l'extrême gauche sous la forme d'une nébuleuse éclatée avec ses différents courants, ses différentes formations. Alors, tout un tas de personnages également, mais aussi de mouvements. Le cas Benny Lévy. Eugène, je crois que tu avais quelque chose à nous dire sur Monsieur Benny Lévy, non ? On le précise. Alors c'est un maoïste effectivement, mais quel courant ? Alors, c'est un courant qui est un petit peu démonétisé aujourd'hui, puisque les maoïstes, aujourd'hui, ils ont un petit peu perdu, un peu comme les vieux staliniens dans le temps, ils ont un peu perdu la maison mère. Le capitalisme, aujourd'hui, est là, a quasiment son vrai visage en Chine. Donc, ils sont un peu paumés, ils ont un peu perdu leur modèle. Sauf que dans les années 70, monsieur Benny Lévy, alias Victor Serge, avait monté un groupuscule qui s'appelait la gauche prolétarienne, qui avait été loin, puisqu'ils avaient même enlevé un grand cadre de chez Renault. Ah, c'est eux. Oui, c'est eux, en 74, si mes souvenirs sont bons. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'il avait été le secrétaire particulier de Jean-Paul Sartre. Donc c'était un personnage, ce Benny Lévy. Et puis subitement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il est parti s'installer en Israël, où il est devenu un grand érudit talmudiste et kabbaliste, d'où son nom, Benny Lévy. Et il a fondé un cercle d'études lévinassien sur Lévinas, le grand philosophe, un grand entre guillemets philosophe, d'où sont sortis des gens comme Alain Finkielkraut, Bernard-Henri Lévy. C'est assez intéressant comme raccourci. Mais enfin, c'est un courant d'idées un petit peu démonétisé aujourd'hui. D'accord. Il y avait quand même quelque chose d'intéressant chez eux, si je ne m'abuse, c'est que les militants devaient aller faire leurs armes auprès des camarades ouvriers, on va dire ça comme ça. Ouais, ils demandaient à leurs étudiants adhérents chez eux d'aller travailler un petit peu en usine, se frotter au monde ouvrier et d'abandonner leurs préjugés petits bourgeois, quoi. Voilà, c'était un peu ça leur truc. Tu les as connus ? Vous les avez connus, Patrick Goffman, ces gens-là ? La version anarcho-maoïste de la cause du peuple, qui était une dégénérescence, 2 ou 3 ans après mai 68, je l'ai connu de près, puisque comme je le raconte également dans Cœur de cuir, on s'est frotté, mais même en province, à Caen, Calvados, où j'étais, on a eu des affrontements assez violents. J'en porte encore des traces. Mais il faut bien dire que c'était vraiment la décomposition que les Mao sérieux, ceux de la rue d'Ulm, de l'école normale supérieure, qui avait créé donc l'UJCML, l'Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes de France, qui s'opposait dès le départ
frontalement au Parti communiste marxiste-léniniste de France, qui était plutôt l'œuvre d'anciens du PCF. Ces mouvements-là, donc, ont eu l'horreur de gloire, comme tant d'autres, pendant mai 68, et puis ça a dégénéré en anarcho-maoïsme, c'est surtout de ça dont tu as parlé, et puis ça a pondu, avant de mourir, cet œuf pourri qui nous empuantit encore, qui s'appelle Libération. Libération, avant d'avoir pour maître Monsieur Rothschild, s'est lancé comme un journal contre les banques et les patrons, et un journal maoïste. Oui, contre les banques, pourquoi Rothschild, c'est une famille de banquiers ? Oui, je confirme. Oui. Oui, ce qui est amusant, c'est de voir quelques figures ressortent, en fait. Parce que, bon, Benny Lévy, par exemple, bon, il est mort, mais par contre, vous parliez des gens de la rue d'Ulm. J'ai vu, on peut trouver sur les étalages en librairie quelques ouvrages consacrés à Robert Linhart. Donc, qui était un des établis. J'ai vu que sa fille avait écrit un livre sur lui. Lui-même, justement, a fait un portrait ou une interview dans Libération. Un livre assez amer, je crois. Oui, parce qu'apparemment, elle lui demande ce qu'il a fait de son enfance à elle. Oui, tout à fait. Et donc, globalement, c'est quand même des figures qui, globalement, en effet, sont démonétisées, mais qui réapparaissent quand même médiatiquement de temps en temps. Comment s'appelle ce prof qui exerce encore sous un casque de cheveux blancs à Normal Sup, là, et qui prêche encore le maoïsme? Eh bien, c'est la première colle de la soirée que Monsieur Goffman nous pose. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. La première colle, 40 bars. Ouais. Je pensais que j'étais le seul à oublier son nom parce qu'il est en vedette en ce moment. Justement parce qu'il soutient ce paradoxe audacieux que le communisme, malgré ses échecs, reste une perspective indépassable. Une valeur sûre. Oui, il a travaillé beaucoup sur la Révolution française, si mes souvenirs sont bons. Oui, ça nous reviendra au fil de l'émission. Mais est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous les affrontiez dans la rue ? C'était pour vous piquer les militants ? C'était dialectique ? C'était quoi l'objet de votre lutte avec ces gens-là ? Ah non, c'était politique. Je parle de l'Alliance des jeunes pour le socialisme, qui était l'organisation de jeunesse de l'organisation communiste internationaliste. Nous étions nous nous considérions comme des marxistes tout à fait orthodoxes. Les staliniens étant une déviation, les autres chapelles trotskistes étant également des déviations, et donc nous avions un programme extrêmement sérieux. Le programme, c'était ou plutôt la stratégie, c'était le front unique ouvrier, c'était réaliser l'unité ouvrière. On lançait des mots d'ordre comme gouvernement sans patron, gouvernement PCPS sans les radicaux, et on faisait un travail syndical, etc. Donc, et eux venaient mettre le bordel là-dedans. J'ai un souvenir une de leurs descentes quand ils ont fait leur apparition à Caen-Calvados, où il y avait une grande université avec plus de 10 000 étudiants. Ils sont descendus dans l'amphithéâtre d'un professeur, Monsieur Sebag, je pense que vous aimerez son nom, qui était extrêmement respecté, extrêmement considéré à Caen, avec une corde, parce que ils avaient lu dans le journal que je ne sais pas quelle université indienne, on avait pendu des profs. Donc ils sont arrivés à 2 ou 3 en promettant de pendre le prof. Nous, on s'est opposé frontalement à ça. Alors ça avait un côté rigolade ce jour-là, mais quelques temps après, ils sont mis à placarder des affiches AJSSS, et nous, on avait consigne, même à 1 contre 10. Oui, c'était peut-être prémonitoire, mais enfin, je le savais pas à l'époque. C'était beaucoup trop tôt. Et donc, ils avaient des mots d'ordre antisyndicaux, ils avaient des mots d'ordre, on les appelait anarcho-maoïstes, mais enfin, ils étaient beaucoup plus anarcho que maoïstes, et ils se livraient à des provocations, y compris donc contre le mouvement étudiant, contre le mouvement syndical, et contre notre organisation, telle que, à JSSS, on frappait même à 1 contre 10, et donc on les a frappés, ils ont rendu les coups, et la bagarre, les bagarres sont allées assez loin. À Paris, il y a eu pas mal de gens hospitalisés. Jeu de main, jeu de vilain. Absolument, j'en ai une autre avec jeu de pied, mais je la garderai pour moi. Alors une autre frange de l'extrême gauche qui sont dénommés altermondialistes, alors notamment Attaque. On fait un bond de 30 ans là. Ah, on fait un bond de 30 ans. On peut rester quelque peu sur l'époque où vous étiez jeune militant, Patrick Goffman. Oui, merci. Non, de rien.
Oui, Eugène. Ouais, avant de parler d'attaque, il faut dire un mot quand même. Il y a une catégorie à part aussi à l'extrême gauche. Alors, cette classification, c'est difficile. C'est Bourseillet qui l'a fait dans son bouquin Les ennemis du système. C'est tous les gens qui font partie de la frange anarchiste, libertaire, situationniste. Bon, il les appelle plutôt l'ultra-gauche, lui. C'est un courant intéressant. Il y a beaucoup de gens intéressants dans leur mouvance, dans le sens où ils font une relecture pas si inintelligente que ça de Marx. Et puis, j'avoue que dans cette frange-là, j'ai un petit faible pour les situationnistes, les écrits de Guy Debord, La Société du spectacle. Il me semble qu'on y est en plein en ce moment. Vous avez lu Debord, Patrick Goffman ? Non, mais il m'a quand même beaucoup influencé. Ah, quand même. Et intéressé. Alors par fragments, disons. Bon. Alors, s'il vous a intéressé, ça veut dire que on a porté à votre connaissance au travers de tout un tas de formations, de cours bien spécifiques au sein de vos années de militantisme sur un certain nombre d'auteurs, de penseurs. Oui, comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure, nous étions extrêmement sérieux, peut-être un peu trop, et on était admis, on était cooptés dans l'organisation après des mois et des mois de réunions, d'exposés clandestins et extrêmement sérieux. C'est-à-dire que tantôt on subissait un exposé, tantôt on devait le préparer soi-même. Il y avait des lectures obligatoires et contrôlées. On se prenait tout à fait au sérieux. Cela dit, je dois vous avouer que Debord n'était pas au programme. Si vous regardez le métrage des œuvres complètes de Marx et de Lénine, vous devinerez qu'on n'avait même pas d'ailleurs le temps de les lire intégralement, mais il fallait qu'on en lise des milliers et des milliers de pages et qu'on prouve qu'on les avait lus et qu'on les avait assimilés. D'accord. Bon, Guy Debord est mort, mais sa veuve est toujours vivante. Elle s'appelle Alice. C'est une métisse de chinoise et d'officier de la Kriegsmarine, pour la petite histoire. Ah, et ça, c'est le genre d'histoire que tu aimes bien, Eugène ? Ouais, beaucoup. D'accord. Bon, un petit mot sur Attaque. Qui c'est qui nous parle d'Attaque, là ? Jean-Louis ? Oui, alors Attaque est en fait la structure, l'organisation phare de la mutation d'un mouvement qui autrefois s'appelait anti-mondialiste et qui petit à petit a réussi à imposer ce terme d'altermondialisme. On aura l'occasion, je pense, d'y revenir. Tout est évidemment dans ces 4 petites lettres, enfin 5 petites lettres, puisque anti n'est pas alter, et que lorsqu'on se prétend mondialiste, ça veut dire qu'on est simplement autrement mondialiste et pas du tout anti-mondialiste. Et de ce point de vue-là, la mutation, en fait, cette petite transformation de termes que Attaque, mais d'autres aussi, ont réussi à imposer, qui a été ensuite repris par l'ensemble de l'extrême gauche, montre un certain positionnement par rapport au système capitaliste et par rapport évidemment à la mondialisation en tant que processus historique à l'œuvre depuis une vingtaine d'années. Alors, Attaque, comme toutes les structures, malgré tout, à l'extrême gauche, a connu bien des avanies. En particulier, la presse en a fait l'écho il y a, je dirais, 5-6 ans, puisque la direction d'Attaque s'est entredéchirée pour des questions de pouvoir, apparemment, entre les personnes. Ce qui fait que, globalement, la structure a quand même perdu largement de sa superbe. Il n'y a qu'à voir, moi, je le vois un petit peu dans le monde enseignant, où... puisque voilà, puisque Jean-Louis Oméga s'était venu, n'est-ce pas, débattre avec nous, notamment au travers de l'émission de Méridien Zéro sur l'éducation. Voilà, tout à fait. Il y a encore 7-8 ans, énormément d'enseignants se réclamaient de l'organisation. Globalement, ça a bien perdu et on trouve infiniment moins d'enseignants à s'en revendiquer. En particulier, ce qui faisait un petit peu le miel d'Attaque à une époque, c'était de prétendre militer autrement. Sans querelle de personnes, sans etc. Évidemment, le principe de réalité étant ce qu'il est, Attaque a repris sa place parmi toutes les structures stipendiées qu'on peut trouver à l'extrême gauche. Mais son intérêt est là, et dans le fait d'avoir réussi à imposer un changement de vocabulaire qui montre un changement d'orientation et qui finalement découvre et révèle la position de l'extrême gauche, enfin d'une partie de l'extrême gauche par rapport à la mondialisation. Ça rejoint un parallèle qu'on fera tout à l'heure ou quand on parlera tout à l'heure de la mutation du gauchisme et son rapport avec le capitalisme. C'est bien ça, et les moyens d'accéder, entre autres, derrière. Mais c'est pleinement ça. Ça reste une arme fantastique, la sémantique, et quand on arrive à la maîtriser et à la manipuler comme vient de le faire Attaque, je pense qu'on peut marquer des points, parce que dans l'idée, je dirais, du
du français moyen, sans être un terme péjoratif. Il est persuadé que ces gens-là font quelque chose pour lutter contre la délocalisation de son usine dans laquelle il travaille depuis 35 ans, etc. Et donc, il va naturellement vers Attac, parce qu'ils ont en plus une dialectique extrêmement militante de terrain et bilan de l'opération, erreur sans nom. Ouais. Ceci étant, c'est vrai que globalement, lorsqu'on fait le bilan un petit peu de l'impact d'Attac au niveau politique, je dirais pas que le bilan est nul, mais on n'est pas loin. Quasiment, globalement, sur l'ensemble des propositions que la structure porte depuis des années et des années. La plus célèbre étant la taxe dite taxe Tobin du nom d'un économiste qui proposait donc de taxer les mouvements financiers. Globalement, il y a rien. La structure a permis à d'anciens militants de se recycler, si vous voulez, de retrouver un second souffle. Mais finalement, quel résultat ? Je crois que le combat d'Attac, il a été dépassé de manière beaucoup plus opérative et beaucoup plus intéressante dans la dialectique par une certaine frange écologiste et notamment toute la structure autour des décroissants, les casseurs de pub. Eux ont un vrai message intéressant dont on ferait pas mal de s'inspirer d'ailleurs parce qu'ils sont très imaginatifs. Mais Attac en eux-mêmes, maintenant, je pense qu'ils ont un peu mangé leur pain blanc, on va dire ça comme ça. Ouais. Ok. Un mot là-dessus, Monsieur Goffman ? Oui, un mot là-dessus. Moi, je pense pas qu'on puisse dire que le bilan d'Attac soit nul. Le mondialisme passe une corde autour du cou des peuples et des nations, et ces gens-là graissent la corde. Alors, si on observe la pendaison, l'exécution de loin, on peut penser qu'ils font rien, qu'ils servent à rien, mais c'est important de graisser la corde. Sinon, elle risque de coincer. La tradition veut qu'on épargne la victime d'une exécution qui manque. Ces gens-là, il faut se rappeler, je sais plus ce qu'il en est maintenant, mais quand ils étaient très bruyants, le président d'Attac venait tout droit du PCF. Son nom m'échappe à lui aussi. Nikonov, voilà. Il venait tout droit du PCF. On peut penser qu'il avait été délégué par le PCF dans cette organisation. Et puis, il y avait différentes fractions d'extrême gauche de tradition internationaliste. Et leur internationalisme a dégénéré en altermondialisme, c'est-à-dire en opposition de Sa Majesté. Et c'est pour ça qu'on peut s'imaginer que leur bilan est nul. Parce que c'est l'opposition de Sa Majesté, et de l'extérieur du Parlement, on peut dire, c'est que des parlottes, c'est du bavardage. Mais ce bavardage, il sert à désespérer les populations, à leur dire, voyez, toute opposition possible est restreinte au sein du Parlement, et l'opposition au mondialisme, c'est l'altermondialisme. Donc, si vous tenez à y participer, laissez-vous pousser les cheveux et venez brailler à chaque réunion internationale. On vous arrosera avec des motopompes et puis vous rentrerez chez vous après avoir désespéré les peuples et les nations. Non, je suis d'accord avec vous. Je me suis peut-être mal exprimé. J'entendais plus sur les... sur les revendications. Ah oui, et vis-à-vis de ce qu'ils racontent et de ce qu'ils prétendent, leur bilan est nul. Mais à partir du moment où on comprend qu'ils ont dégénéré en auxiliaires du capitalisme et du mondialisme, leur bilan, ils ont brillamment graissé la corde. Oui, tout à fait. D'accord. Merci messieurs. Il nous reste dans ce panel de gens fort sympathiques à étudier ou à voir, à tout du moins à aborder, nos amis les trotskistes. Alors, deux familles, les révolutionnaires, les réformistes. Les premiers, les révolutionnaires, étant représentés par Lutte ouvrière et puis Feu, le parti des travailleurs. Qui peut nous dire un petit mot sur notre ami de Lutte ouvrière, là, ou tout simplement Lutte ouvrière, enfin, notre ami, c'est un grand mot. Hein. Eugène ? Oui, Lutte ouvrière, donc c'est à l'origine, c'est pas le nom de leur mouvement, hein. Lutte ouvrière, non, c'est le nom du journal, de l'hebdomadaire. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on connaît ce parti et en tous les cas ses représentants, la fameuse Arlette Laguier. Qui a pris sa retraite du Crédit Lyonnais. Bien sûr, retraite bien méritée, s'il te plaît, Eugène, après de bons et loyaux services pendant au moins 35 ans. Ouais, une femme de conviction remarquable. Donc, Lutte ouvrière, non, c'était le nom du journal. Le nom du mouvement, c'est Union communiste internationaliste. Et dont elle était uniquement le porte-parole. Hein. Elle n'était pas la présidente. La présidente était un monsieur qui s'appelait Roland Barça. Attends, tu viens de nous dire la présidente était un monsieur. Oui, c'est vrai. Oui, avec la guerre des sexes, on ne sait plus, mais on ne va pas lancer Goffman sur le sujet de la guerre des sexes, sinon on va fermer l'antenne. Donc, elle n'en était que la porte-parole, et monsieur Barça, parce qu'à Lutte ouvrière,
ouvrière, ils ont une tradition, ils ont tous des surnoms. Hein, et personne n'est connu sous son vrai nom. Je me souviens plus d'ailleurs de son surnom. Hein, Roland, vous s'en souvenez, monsieur Goffman, non ? J'ai oublié. Ouais. C'est très important, mais enfin bon, les historiens sont là. Ouais, et donc aujourd'hui, Madame Laguillet, donc, qui a plié les Gaules, a été remplacée par une dame qui s'appelle Nathalie Arthaud. Alors pour l'instant, vous n'en entendez pas parler. Alors je suis sûr qu'elle n'a pas le charisme d'Arlette, c'est clair, elle n'a pas la gouaille d'Arlette. Mais bon, c'est des gens qu'il faut suivre à la marque. Je note d'ailleurs quand même que Lutte ouvrière, c'est quand même un mouvement avec des militants excellents. Ils revendiquent 8000 adhérents, ce qui me semble énorme, mais néanmoins, j'avoue quand même que... Ah, monsieur Goffman fait nom de la tête. C'est 800 depuis 1942. Ah non, 800, c'est le nombre d'actionnaires de leur château de la Prelle, parce que je rappelle que c'est 800 Mongoliens, comme vous l'avez écrit dans REA. Vous dites, à 800 Mongoliens, ils sont réunis pour acheter un château. Est-ce que notre famille de pensée est capable d'en faire autant ? J'en suis pas sûr. On verra ça plus tard. En tous les cas... Et Neuvy sur Barangeon, alors. Oui, bon. Roger, si tu nous entends. Toujours est-il, bon, 8000 ou 800, enfin quoi qu'il en soit, une directive l'inflation des chiffres. Hein, oui. Alors, selon les chiffres de la préfecture de police, ils étaient 800, et selon les chiffres de l'organisateur, ils étaient 8000. C'est bien ce ça. J'ai dit, revendique 8000 adhérents. Voilà. Ouais. Vous pourriez nous faire vous les avez croisés, vous les connaissez, quelle est la particularité de ce mouvement ? Est-ce que on dit qu'ils sont sectaires, qu'ils refusent un peu la vie privée à leurs militants ? Qu'est-ce qu'il en est ? Donc voilà, à mes yeux, c'était une espèce de secte de cinglés complètement, mais complètement immobilistes. Donc pour moi, ils sont 800 depuis 42. Bon, il faut savoir que ils se sont fondés sur un nom à Trotsky, ce qui est quand même un comble pour des trotskistes. C'est-à-dire que Trotsky prononce en 1938 que la Troisième Internationale de Staline a vécu comme organisation ouvrière et révolutionnaire, et appelle à la fondation de la Quatrième Internationale. Et donc les fondateurs, une douzaine de personnes de lutte ouvrière, lui disent non. Je sais plus, c'est prématuré, c'est aventuriste ou je ne sais quoi. Donc voilà, une organisation trotskiste fondée sur un nom à Trotsky. Alors après la guerre, en 47, ils ont réussi à mettre une cinquantaine de types à eux chez Renault. Ils ont pris une part importante dans la grève de Renault, qui a échappé au contrôle des staliniens, ce qui dans le contexte de l'époque était quand même quelque chose. Mais depuis, ils vivent comme une secte où on déconseille fortement de se marier, où on déconseille fortement d'avoir des enfants. Arlette Laguillet elle-même a fini par déclarer à un gros média, je ne sais plus lequel, qu'elle ne croyait pas à l'amour. Délicat euphémisme. Vous pensez qu'elle est vierge ? Oui, ou pire, enfin bon, je veux pas en dire trop et vous faire couper, mais enfin peut-être homosexuel ou peut-être onaniste ou je ne sais quoi, mais enfin, elle a toujours une gueule fanée. Et puis, elle a un physique de rêve, il faut l'avouer. Voilà, de quelqu'un de très malheureux. Donc, c'est une organisation qui vit sur elle-même en circuit fermé depuis une soixantaine d'années et qui vient, avec Nathalie Arthaud, de prendre une gamelle très importante aux élections. De même que le PCF, qui est tombé, je crois, à 1,30, 1,40, quelque chose comme ça. De même que l'ex-LCR, NPA maintenant, qui s'est pris une gamelle terrible, au point que ça a déclenché une crise chez eux. Qu'un échec électoral déclenche une crise dans une organisation révolutionnaire qui a prêché pendant 50 ans élection piège à con, à bas le crétinisme parlementaire, c'est quand même intéressant. Ça signifie à l'évidence qu'ils sont vraiment devenus électoralistes. Ils sont partie intégrante du système, y compris du système démocratique, comme du système nos amis électoraliste. Intermondialistes, ils sont devenus des auxiliaires. Ils ont commencé par faire en surface de l'électoralisme, en méprisant l'électoralisme et en disant voilà, c'est une façon de se faire de la publicité, mais les élections ne régleront rien, etc., à bas le crétinisme parlementaire. Et petit à petit, Krivine et Laguillet sur les bancs, comme Raymond Souplex et Jeanne Sourza, sur leur bout de banc à l'Assemblée européenne, ils ont goûté la soupe, elle est bonne, je sais plus combien, ils touchent 5-6 briques par mois pendant des années, ils ont touché ça. Alors c'est à hauteur c'est entre 5 et 6 000 euros par mois. Par contre, vous faites un mandat de 5 ans et vous avez le droit à vos 1500 euros de retraite qui sont, je dirais, cumulables avec tout un tas d'autres activités et d'autres pensions également. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la gamelle est bonne. La gamelle est bonne. Voilà, la soupe est bonne et ça a activé et ça a accéléré la dégénérescence de ces prétendus révolutionnaires. Alors, quand il finit par devenir évident que ce sont des auxiliaires
du système, eh ben, les gens qui votaient pour eux par manière de protestation sont obligés de se rabattre sur le Front National. Il y a déjà 20 ans, un sondage a montré que 2/3 des électeurs d'Arlette Laguillet étaient des électeurs mouvants, prêts à se rabattre sur le Front National. C'est fait maintenant. D'ailleurs, je crois que c'était en 2002, si mes souvenirs sont exacts, pour la présidentielle de 2002, on peut au moins lui reconnaître ça, mais Arlette Laguillet a eu a refusé. Le courage, c'est pas rien quand même dans le courage sectaire, disons. Peut-être, mais en tous les cas, elle n'a pas appelé ses militants, ni ses électeurs, à hurler avec les loups, à rejoindre le fameux Front républicain. Elle n'avait pas donné de consigne de vote dans ce sens, en tous les cas. Je voudrais poser une question à Patrick, quand même. Vous disiez en quelque sorte que bon, c'est un mouvement sectaire, on leur déconseille de se marier, d'avoir une vie familiale. Est-ce que c'est pas la meilleure attitude pour véritablement former un révolutionnaire? Un révolutionnaire qui a une famille, etc., il peut plus être révolutionnaire? Non, parce qu'on s'isole des masses. Lénine était marié, Trotsky était marié. On s'isole des masses et on peut moins les comprendre dès lors qu'on adopte un mode de vie de plus en plus différent du leur. Autre question, vous disiez, à partir du moment où ils ont goûté aux ors de la République, on va dire ça comme ça, à la gamelle, leur enthousiasme révolutionnaire s'est émoussé, mais c'est vrai pour toute mouvance? Mais ça s'est combiné avec des échecs et des échecs et des échecs. Vous vous rendez compte, la 4e internationale, 1938. Ça fait donc, si je compte bien, plus de 70 ans maintenant qu'il nous explique que la révolution est imminente, qu'il faut se tenir prêt à y sacrifier sa vie, et alors qu'ils vont dans la pratique d'échec en échec. Donc c'est ça le moteur essentiel de leur dégénérescence. C'est les témoins de Jéhovah du trotskisme que vous nous racontez. Voilà. Oui, nous, à l'OCI, dans ma secte à moi, c'est comme ça qu'on nous tenait, c'est-à-dire l'imminence de la révolution, c'était donc l'imminence de la fin du monde. Donc il aurait fallu être fou pour s'intéresser vraiment à ses études, à sa vie personnelle, alors que la révolution était imminente et que probablement nous serions, nous, les cadres, quelque chose comme préfet. Les élus. Quelque chose comme préfet ou sous-préfet avec droit de vie ou de mort sur tout le monde. C'est ce qui apparente un petit peu le léninisme à une religion séculaire du XXe siècle. On est un petit peu dans le même cas de l'attente de l'apocalypse. Parce qu'en effet, l'apocalypse pour le christianisme, ça permet de renaître, c'est la résurrection. Dans le cas du léninisme, ça a été le moment fondateur. C'est vrai que globalement, sans la Première Guerre mondiale, globalement, le marxisme était quand même très largement, et en tout cas en particulier sous sa version léniniste, était quand même à bout de souffle. C'est la Première Guerre mondiale qui lui a permis de s'imposer dans un pays, qui lui a permis ensuite d'essaimer dans les différents pays européens. Et donc c'est vrai que tous les courants et tous les partis qui s'en réclament sont condamnés à attendre cette réédition et cette répétition d'une catastrophe qui leur permette de rebondir. Le fait est, et on le sait bien, on est aussi bien placé pour le savoir, le capitalisme a une capacité d'absorption et de rebond, tout à fait, d'adaptation, qui fait que bien sûr, il traverse des crises, mais globalement, la catastrophe finale n'est pas exactement pour demain. Donc, mais sur l'électoralisme, je pense qu'il y a un autre souci, et c'est pour ça que ta question, Eugène, par rapport au fait que ça touchait toutes les mouvances, est intéressant. C'est vrai que globalement, l'électoralisme, finalement, est un bon succès d'année, et si finalement ça donne du grain à moudre aux militants. Et je pense que c'est quasiment dans la normalité que lorsqu'un mouvement y touche, finalement, ils y investissent de l'énergie, ils y investissent aussi de l'attente. Et certains groupes de notre mouvance qui ont fait ce choix sont bien là pour le montrer. Même lorsqu'à un moment, il y a un discours parallèle qui est de dire que pas du tout, les élections finalement ne sont qu'un moyen parmi d'autres, comme les léninistes peuvent dire que les élections ne sont qu'une tribune offerte au mouvement et au prolétariat pour s'exprimer. Non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Les élections, en fait, ont tendance à occuper l'espace du militantisme. Les militants ont tendance à s'y investir, de l'énergie, du cœur. Et donc, en fin de compte, le système absorbe aussi ces contestations au point de devenir, comme Patrick Goffman le disait, l'opposition de Sa Majesté. Tout à fait. Oui, c'est le principe de la béquille du système, quoi. Oui. Tout simplement. Rappelons juste une dernière. Historiquement, c'est comme ça que la République française
a en partie réglé le problème de la question de ce qu'on appelait la question sociale du 19e. Ça a été l'intégration des ouvriers par le biais du suffrage universel, qui a quand même très largement désamorcé, en effet, toutes les tendances révolutionnaires et rupturistes qu'il pouvait y avoir dans les années, en gros, à la deuxième moitié du 19e siècle. Vous êtes d'accord, Patrick Goffman, ce que dit notre camarade? Il a la bonne dialectique, là? Excellente. Excellente. Un mot, Eugène, sur la révolution permanente? On va déjà demander à Patrick, lui, comment il a défini cette révolution permanente. Vous en souvenez des vieux cours, les vieux cahiers? Il fallait que je le dise à un moment, ça fait déjà 30 ans que je ne suis plus trotskiste, ça fait 25 ans que j'ai rallié le mouvement national, mais j'ai encore quelques souvenirs. La révolution permanente, c'est dans le temps et c'est dans l'espace. C'est-à-dire que, d'une part, c'est des thèses de Trotsky qui expliquent que il y avait toute une fraction de marxistes légaux ou plus ou moins légaux, toute une tendance marxiste légale en Russie qui expliquait que la Russie était un pays arriéré. Marx lui-même d'ailleurs avait dit que si la révolution se produisait, c'était prophétique une fois de plus, que si la révolution se produisait dans un pays arriéré ou un groupe de pays arriérés, la lutte pour le nécessaire reprendrait rapidement et avec elle reviendrait tout le vieux fatras. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais Trotsky, lui, révise Marx, il faut bien le dire, et explique que même dans un pays... Et alors donc les marxistes légaux disaient, il faut d'abord, on est légaux parce que on pense qu'il faut d'abord une révolution bourgeoise et un développement industriel. On a à peine 1% d'ouvriers en Russie actuellement, donc le pouvoir ouvrier, représenté par 1% de la population, c'est pas faisable. Et donc, Trotsky rédige des thèses, mais très brillantes intellectuellement d'ailleurs, expliquant que la révolution est permanente, c'est-à-dire que c'est le mouvement ouvrier, c'est le mouvement communiste qui va accomplir les tâches, j'emploie son vocabulaire à dessein pour abréger, pour essayer d'être plus clair, et plus fidèle à sa pensée, puisque c'est elle que j'essaye de traduire. Donc le mouvement ouvrier, la révolution prolétarienne, va accomplir elle-même les tâches démocratiques de la révolution bourgeoise. Et donc que la révolution bourgeoise, encore un vocabulaire trotskiste, va transcroître en révolution prolétarienne, d'autant plus, deuxième aspect fondamental de la révolution permanente, qu'elle va se développer sur tous les continents, dans tous les pays, en particulier dans une série de pays avancés, comme l'Allemagne. Quand la révolution spartakiste se produit en Allemagne, Trotsky supplie l'internationale, mais elle est déjà sous le contrôle de Staline, de l'envoyer en Allemagne, parce qu'il considère que l'étape suivante de la révolution permanente, de sa révolution permanente, est en Allemagne parce que c'est un pays avancé où il y a une classe ouvrière qui représente un peu plus de 1%, qui a des organisations beaucoup plus puissantes et que le développement de la révolution permanente aura lieu en Allemagne. Bon, vous connaissez la suite. Oui. D'accord. Alors, par contre, si le patron est d'accord, alors écoutez, on est aux portes du pouvoir. On peut rappeler qu'on est pas loin quand même. On va dire un petit mot parce que comment ça s'est fini. Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, comme ses coreligionnaires en Bavière, à Kurt Eisner ou Béla Kun en Hongrie, déclenche une révolution en 1919, une révolution qui est écrasée dans le sang par les corps francs. Il faut relire le livre de Dominique Venner, Balticum, qui était réédité, Histoire d'un fascisme allemand, ou évidemment les réprouvés d'Ernst von Salomon, où on vit ça presque heure par heure. Et il raconte comment ils ont répondu aux ordres d'un ministre socialiste, d'ailleurs, à l'époque, qui s'appelait Karl Noschke. On pouvait être à l'époque socialiste et patriote, on n'était pas forcément socialiste et internationaliste, ça c'est une question fondamentale. D'ailleurs, par la suite, ils sont devenus socialistes et nationalistes aussi. Certains. Et donc Noschke était un homme à poigne, il voulait pas rééditer ce qui s'était passé pour Louis XVI ou pour le tsar Nicolas II quelques années auparavant, c'est-à-dire perdre le pouvoir et finir au bout d'une corde ou une balle dans la nuque. Ou sous le couteau de la baïonnette en ce qui concerne Louis XVI. Voilà comment ça s'est fini la révolution spartakiste à Berlin en 1919. Alors toujours pour revenir sur un petit peu la révolution permanente, évidemment dans la visée trotskiste on parle de révolution mondiale, c'est là où il y a eu un grand affrontement sémantique avec le communisme stalinien, où finalement il voulait instaurer la révolution qu'en Union soviétique, il souhaitait pas forcément l'exporter. Victor Barthélemy, vous l'avez peut-être lu, Patrick Goffman, dans son livre Le communisme au fascisme, il a commencé
commencer au Parti communiste. Il va faire un stage à Moscou. Et là, il se rend compte que finalement, Staline ne souhaite pas du tout que le Parti communiste prenne le pouvoir en France. Et il passe au PPF de Doriot. Donc voilà, c'est ça hein, le mythe de la révolution mondiale. Et puis, il s'appuie sur un moteur. Donc Patrick l'a dit, la classe ouvrière pour instaurer cette dictature du prolétariat. Et là, ils font une erreur sociologique majeure. C'est John Holloway qui en parle dans un livre qui est sorti récemment, que je recommande à tous les lecteurs, qui s'appelle Changer le monde sans prendre le pouvoir. À tous les auditeurs. Comment ? À tous les tous auditeurs. ceux qui savent lire. À tous ceux qui savent lire, ouais. Où il dit qu'ils ont fait une erreur fondamentale, tout bonnement parce que les ouvriers souhaitaient pas faire la révolution. L'ouvrier, il souhaitait avoir du pognon, consommer et devenir bourgeois. Donc c'était une des fautes majeures, selon lui, de la révolution. Alors maintenant, la révolution permanente. Moi, j'ai une thèse sur ce sujet-là, parce que si je regarde bien la sociologie des mouvements trotskistes ou communistes, il faut bien avouer que depuis l'origine, on y trouve beaucoup de gens du peuple juif. Et ces gens-là, enfin certains d'entre eux, ont toujours une idée, qu'ils soient religieux ou pas d'ailleurs, ont toujours une idée messianique. Ils ont toujours une fièvre militante qui brûle en eux, qui les pousse à un peu détruire l'ordre naturel du monde pour instaurer un ordre nouveau. Donc ils ont essayé la voie communiste, qui a échoué. Je rappelle qu'au bas mot, on pense qu'elle a fait 100 millions de morts. Et aujourd'hui, ils se sont rendus compte que finalement, le capitalisme libéral était un acide beaucoup plus corrosif pour détruire les nations, pour détruire les peuples, pour détruire les cultures, que ne l'était le communisme. Et donc, c'est pas un hasard, finalement, si ces gens qui hier étaient trotskistes, et des durs, du trotskisme ou de l'extrême gauche, on les retrouve aujourd'hui au Parti socialiste, donc à la gamelle, quelquefois dans l'entourage de M. Sarkozy, ou c'est encore plus flagrant aux États-Unis, dans le clan des néoconservateurs. Alors des noms, Eugène, là, on pense à qui ? On pense à Julien Drey, on pense à qui ? À Cohn-Bendit, des gens comme ça ? Ouais, mais Patrick en a fréquenté mieux que moi. Vous pourriez nous raconter, vous aviez croisé à un moment donné, je crois, Cambadélis dans un bar à Paris, il me semble que c'est Cambadélis ou Mélenchon. Cambadélis à la coupole. Oui, ouais. Cambadélis à la coupole, exact. Qu'est-ce que vous exact. foutiez, là ? J'ai lu ça dans une revue. Je sais plus laquelle, vous racontez ça aussi dans Cœur de cuir. Ouais. Oui, qu'est-ce qui vous inspire ? Rosenkrantz et Guildenstern, parce que je vous rappelle que dans Hamlet, que ce sont les deux individus qui viennent tenter Hamlet et essayer d'organiser une conciliation avec son oncle, l'usurpateur. Et Hamlet leur réplique, c'est ce que je leur ai dit s'ils m'avaient adressé la parole au lieu de me foudroyer du regard en passant à côté de moi. Et Hamlet leur dit, tenez, en attendant, jouez-moi un air sur cette flûte à 3 trous. Et les gars lui disent, bon, c'est pas jouer de la flûte, monsieur. Et Hamlet leur dit, ah bon, vous pouvez rien tirer d'une flûte à 3 trous, mais moi, vous pensez jouer avec moi et me faire danser, chanter sur votre air, mais vous abusez étrangement. Oui, je l'ai connu d'abord, le beau. Il a été jeune et beau comme moi et comme nous tous. Cambadélis, je l'ai connu comme arbitre de football. Je raconte ça dans Cœur de cuir. C'était extrêmement amusant parce que on avait dans les camps de la JS, on faisait beaucoup de sport et on avait un match de football traditionnel et lui avait trouvé le moyen de pas prendre de coups dans les tibias, c'était de faire l'arbitre, mais bon, c'était pas un très bon arbitre, on l'influençait facilement. Donc j'étais un peu étonné quand il a fait carrière en emmenant 500 militants au Parti socialiste, en fondant l'antifascisme au Parti socialiste qui n'y avait jamais pensé et en devenant député. Et puis maintenant, je crois que c'est le bras droit ou le bras gauche de DSK. Ouais, donc, de Strauss-Kahn, le capitalisme le plus puant, quoi. On pourrait le retrouver au ministère de l'Intérieur et je vous cache pas que ce serait une assez mauvaise nouvelle pour moi. Mais je rappelle quand même que leur passage au Parti socialiste se fait dans des conditions assez intéressantes, puisqu'ils font ça au moment où le Parti socialiste, en 83, en quelque sorte, abjure le programme commun et s'en vont camper sur des positions non plus économiques et sociales, mais sur des positions sociétales. Ils abandonnent le socialisme ouvrier et là, ils nous parlent maintenant de l'idéologie des droits de l'homme, ils véhiculent l'antiracisme, ils véhiculent le féminisme, ils recyclent l'antifascisme, mais ça, c'est un petit peu leur fond de commerce. Donc voilà un petit peu la culture qu'ils apportent au Parti socialiste, et c'est quand même ces mots d'ordre qui ont pollué tout le discours de gauche depuis plus de 25-30 ans, mais aussi maintenant tout le discours de la droite institutionnelle. C'est ça qui est fabuleux quand même.
Je vous remercie d'appuyer ma thèse que je croyais personnelle et un peu isolée, à savoir que le féminisme, notamment, c'est l'idéologie officielle et qu'elle a une fonction politique à rapprocher de celle des altermondialistes dont on parlait tout à l'heure, à savoir de diviser, d'émietter la société. Si on pousse Madame à la révolte pour casser son ménage et pour pouvoir lui vendre du Caprice des dieux. J'ai encore vu de la pub au cinéma récemment pour Caprice des dieux, qui est un truc absolument immangeable. Si Perrette et son pot au lait, quand Perrette casse le pot au lait, La Fontaine nous dit qu'elle rentre chez elle en grand danger d'être battue, mais si elle s'était amusée à rapporter du Caprice des dieux, elle aurait été beaucoup battue. Mais voilà, on peut vendre du Caprice des dieux à une femme émancipée et son mari s'écrase. Voilà la fonction mercantile qui est la principale fonction du féminisme officiel. Et il y a des gens qui font semblant de pas remarquer que cette idéologie est moulinée du matin au soir sur tous les gros médias, et même certaines qui prennent des poses de barricadiers et de héros en moulinant cette idéologie officielle contre nature et ignoble en dernière analyse. De toute façon, globalement, c'est quelque chose qu'on observe à l'échelle de tous les pays européens. Globalement, tous les mouvements socialistes se sont retranchés à partir des années 80 sur les questions sociétales, parce qu'ils ont renoncé en fait à tout le discours social et en effet à toute velléité de changer les choses de façon importante dans le domaine social, en particulier sur la question quand même de l'égalité sociale, qui était malgré tout le fondement du marxisme et de la gauche marxiste d'une façon générale. Ils se sont tous rabattus en fait sur les questions sociétales, parce que ce domaine-là en effet contribue à diviser le mouvement social, et puis parce que par ailleurs ils avaient l'impression en marquant des points dans ce domaine-là de faire avancer les choses. On peut le voir en particulier en Espagne, hein. Donc, globalement il suffit de regarder en dehors des frontières françaises. Lorsque José Luis Zapatero arrive au pouvoir, les premières choses qu'il fait, c'est quoi? C'est d'essayer de relever tout le débat qui était fini depuis très longtemps sur le franquisme, c'est de faire avancer le mariage homosexuel, c'est un certain nombre de choses comme ça qui globalement, au regard de la situation sociale espagnole, sont secondaires quand même. On peut pas dire que ça soit fondamentalement l'intérêt principal en fait du mouvement social espagnol. De la même façon qu'en France, lorsqu'on regarde en gros ce qui a été fait dans les années 80 sous le mitterrandisme, on arrive à peu près à la même conclusion. En effet, oui, la gauche est devenue en fait le porte-drapeau du sociétal. Voilà. Ouais. Moi, je voudrais revenir sur un point avec Patrick Goffman, parce que nous sommes dans la dernière partie de cette émission, et je voudrais qu'on aborde vraiment le côté militant de la chose. Je voudrais que vous nous parliez plus précisément de votre expérience militante au sein de ce mouvement que vous avez fréquenté, le mouvement trotskiste. Parlez-nous un peu des lectures, parlez-nous un peu de, je sais pas comment ça marche, le système de cotisation, on doit tout au parti, le parti vous doit rien, etc. C'est un mot d'ordre du PPF. Ouais, mais il est pas mal quand même. 10% de cotisation, 10% du salaire, faut, je sais pas, enfin voilà. À quelle fréquence il y a des réunions, etc. Qu'on comprenne bien l'implication militante de ces gens. Alors, il faut parler à l'imparfait, à un parfait lointain. Moi, je parle une fois de plus, je suis toujours émerveillé, mais un peu inquiet quand on me présente, qu'on a l'air de me considérer comme un expert de l'extrême gauche que j'ai quitté, ou qui m'a quitté plus exactement, il y a plus de 30 ans maintenant. Je parle des années 70. Alors, on est bien d'accord. On vous a invité pour débattre sur l'extrême gauche, pardon. On ne vous considère pas non plus comme un spécialiste, mais quelqu'un ayant vécu de l'intérieur quelque chose. Oui, et bien vécu. D'un autre côté, voilà. je peux dire que je n'ai vécu que pour ça et que par ça pendant 12 ans tout de même. Pendant 12 ans de votre vie. J'étais littéralement un permanent et ça peut s'appeler un pigeon et un jobard, permanent non payé et permanent payant même. Parce qu'en effet, on était toujours après le fric. Toujours. Si on en avait, on payait jusqu'à 10%, comme vous l'avez dit, de ses revenus. C'était un deuxième impôt sur le revenu qu'on devait au parti. Et si on n'en avait pas, et même si on en avait d'ailleurs, le mode de relation principal avec ce qu'on appelait les contacts,
comme dans le commerce d'ailleurs, curieusement. Ah non, ils disent les prospects dans le commerce. Alors nous, on disait les contacts, et quand on avait payé nos phalanges, c'était le mot de code pour les cotisations, on allait leur réclamer du fric. C'est-à-dire que la discussion politique, c'était voilà, t'as lu le journal que je t'ai vendu la semaine dernière, bon, t'as lu tel article, t'es d'accord avec ci, t'es d'accord avec ça. Bon, alors tu comprends que pour arriver à ça, faut construire le parti, qu'on va pas le construire avec des briques ni avec du papier. T'es d'accord, alors tu casques. Combien tu peux donner cette fois-là? C'était, et on nous le ressassait. Et toutes les réunions commençaient par le bilan financier. Combien t'as sorti de fric à tes contacts? Qui t'a vu? Combien t'as tiré à chacun? C'est quand même pas mal je dirais, pour une organisation qui est en opposition avec le système capitaliste et libéral. Je veux dire, alors, tout simplement parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre et qu'on n'a pas le choix pour... Non, ça aurait été justifié, oui. Ça aurait été justifié si leurs objectifs avaient été réellement politiques et révolutionnaires. Seulement, moi, j'ai eu la preuve depuis que eux aussi, comme la Ligue communiste, comme Lutte ouvrière, comme les altermondialistes, avaient totalement dégénéré. Et que si Trotsky revenait, il prendrait comment faisait le Christ, un fouet pour chasser les marchands du temps, parce qu'ils ont totalement dégénéré. Quand le Besancenot publie un livre entier pour montrer que la révolution, je le cite, est un acte d'amour, bon, on se doute bien que le créateur et l'animateur de l'Armée Rouge lui casserait la gueule, ou plus probablement le tuerait sur place s'il revenait et s'il le pouvait. Ces gens-là sont complètement dégénérés. Moi, j'en ai eu la preuve. Quand j'ai été viré de cette secte, comme tous les sectaires, j'ai commencé par culpabiliser, par me dire c'est ma faute, ce sont les saints des derniers jours, je n'en étais pas digne, je me levais qu'à 5h du matin pour aller me faire péter la gueule par les stalles devant Renault, j'aurais dû me lever à 4h du matin, j'en ai pas fait assez, pendant des années et des années. Et le déclic pour moi a eu lieu quand ces gens se font prendre la main dans la caisse, et pas n'importe quelle caisse, où là ils pouvaient pas parler comme Staline, de reprise révolutionnaire. Ils se font prendre la main dans la caisse du comité d'entreprise de la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'ils piquent l'argent des ouvriers et des employés de la sécurité sociale, et le procès montre que c'était pour payer leurs impôts personnels, pour se payer des apéros et des restos personnels. Alors ce jour-là, je me dis que leur programme révolutionnaire, la révolution s'arrêtait à la porte de leur maison, de leurs impôts, de leurs restaurants, et que ces gens-là ont dégénéré, et qu'ils ont construit une secte parce que, pour le plaisir d'exercer de l'autorité, il y avait beaucoup de belles filles chez nous. Je revois encore Pierre Lambert, le chef, sortir complètement rond de la mutualité, appuyé sur le bras d'une fille d'une beauté exceptionnelle, et c'était ça le ressort. Du fric, et puis l'autorité sur 5000 jeunes gens, sincères comme moi, des filles d'une grande beauté souvent, et des gens, des fanatiques, pour finir par répondre quand même à votre question. Pendant 12 ans, j'étais un fanatique, persuadé que la révolution était à nos portes, que la crise de l'humanité je les cite, la crise de l'humanité se réduisait à la crise de la direction révolutionnaire, et qu'il n'y avait rien d'autre pour servir l'humanité que de construire le parti. Donc pendant 12 ans, c'était jour et nuit, nuit et jour, tout mon pognon, tout mon temps y passait, et j'étais prêt à me faire tuer, et j'espérais même me faire tuer. Et alors, qu'est-ce que Patrick Goffman est-il toujours un révolutionnaire, et qu'est-ce qu'il a amené à fréquenter notre famille de pensée? Des relations, le déclic, pouvez-nous en parler un petit peu plus? Je suis à la fois plus calme et moins imaginatif et plus modeste. Et je tiens compte des circonstances. Je ne pense plus qu'on puisse préparer la révolution à 2 ou 3 000 ou 5 000. Et surtout, il me semble que les circonstances ne s'y prêtent guère. Donc je ne suis pas satisfait de la société telle qu'elle est maintenant, mais je pense qu'il vaut mieux éviter, comme les grandes masses d'ailleurs, manifestement, je trouve que la révolution ça coûte cher, ça rapporte des millions de morts, et qu'il vaut mieux préparer doucement et tranquillement une transition vers quelque chose d'un peu moins désagréable, disons. Alors, excusez-moi Gérard, est-ce que dans notre mouvance, au sens large, vous avez rencontré des gens qui pouvaient vous paraître authentiquement révolutionnaires ?
Non, pas du tout. J'ai rencontré énormément, comme dans les mouvements d'extrême gauche d'ailleurs, de provocateurs, manifestes, de gens qui racontent n'importe quoi, qui font n'importe quoi pour nous éclabousser. Je ne donnerai pas d'exemple. Et puis, le 30 juin dernier, j'achète France Soir, ce qui n'est pas ma coutume, bien que le nouveau patron s'appelle Pougatchev et que c'est un frère orthodoxe, parce que je lis à la une, les Le Pen passent à l'attaque. Je me dis, ça y est, on revient à la Révolution nationale, 6 février 34, ça va fumer. Et puis, page 2 et 3, je vois qu'il passe à l'attaque de Gollnisch. Gollnisch, ses amis, je cite, sont tous vendus à l'UMP. Alors, je suis obligé de conclure, comme tous les lecteurs, que Gollnisch lui-même est un traître, que Marine Le Pen, avec l'appui officiel, manifeste et tonitruant de son père Jean-Marie Le Pen, prépare une scission, et que, on revient un peu en arrière, que comme les altermondialistes et un tas d'autres, elle s'imagine que les élections mènent à tout, qu'elle aura toujours les médias de son côté. Elle ne comprend pas qu'une fois qu'elle aura démoli le front, les médias la lâcheront, comme ils ont lâché autrefois Monsieur Fisbin, Monsieur Juquin et tant d'autres dissidents du PCF qui étaient des stars, qui étaient des vedettes, tant qu'ils faisaient du mal au PCF. Elle, quand elle aura fini de faire du mal au front, parce qu'il y aura plus de front, les médias la lâcheront brusquement, et son équipe, sa brillante équipe de 30 communicants et distributeurs de tracts dans le Nord, la lâcheront également. Et elle sera très étonnée. Je ne sais pas si elle pourra retourner au cabinet d'avocats qu'elle a foutu en faillite en 3 mois naguère. Je ne sais pas ce qui lui restera, mais elle se prépare de douloureuses surprises, à mon avis. Mais là encore, c'est une manifestation, comme à l'extrême gauche, de l'énorme pression du système. Et cette pression est énorme parce qu'effectivement, je sais plus si c'est Churchill ou un autre qui a dit, la démocratie c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. C'est vrai que les autres systèmes ont conduit à des catastrophes et que les masses, de façon empirique, se disent, non merci, là on en bave, on tire la langue, mais on a toujours un espoir de s'en sortir ou que nos enfants s'en sortiront. Alors que, comme disait le regretté chancelier, quand on est mort, on ne peut plus se défendre. Eugène, tu voulais ajouter quelque chose, je crois. Ouais, alors, voyons le constat que vous faites sur le moteur de notre mouvance, c'est-à-dire le Front National, ne cachons pas les mots. Est-ce que les gens qui se revendiquent d'un héritage politique révolutionnaire, qui sont des nationalistes révolutionnaires, des identitaires révolutionnaires européens, est-ce que, vu qu'on n'a pas notre mot à dire dans cette marmite électorale, est-ce que justement notre travail, c'est pas de travailler en profondeur la société, créer des associations, créer des cercles concentriques, faire du social, explorer des rivages nouveaux, peut-être l'écologie, etc. Est-ce que c'est pas ça le travail d'avenir du révolutionnaire ? L'avenir n'est écrit nulle part. Peut-être que dans 15 jours, on n'aura plus le temps de bavarder comme on le fait ce soir, parce qu'on sera tous sur les barricades. Ou dans 3 semaines. Lénine, 3 mois avant la Révolution, absolument, planqué, je ne sais plus où en Suisse, déclare à un groupe de jeunes ouvriers qui sont venus à 10 ou 15 pour l'écouter. Les petits-enfants. Nous, les vieux, nous ne verrons pas la Révolution, mais vous, ou peut-être vos enfants ou vos petits-enfants verront la Révolution. L'avenir n'est écrit, même pas pour un génie, appelons-le par son nom, comme Lénine, ou un génie comme Trotsky. Trotsky lui disait, la pire surprise qui peut arriver à un homme, c'est de devenir vieux. C'est dire que personne ne prédit l'avenir. Si quelqu'un essaye de vous vendre l'avenir, crachez-lui à la figure, c'est un escroc ou c'est une voleuse. Alors bien sûr qu'il faut que nous préservions et que nous développions notre acquis livresque, notre acquis théorique, nos convictions, et que nous les entretenions. Parce que même si la révolution n'arrive pas dans 15 jours, même si elle n'arrive pas dans 30 ans ou dans 30 000 ans, il y a une nécessité, même pour vivre normalement, même pour pouvoir se regarder dans la glace le matin, d'entretenir cet acquis théorique et cette foi, cette croyance. Oui, je crois en la France. Et quand Le Pen dit pendant la dernière campagne électorale, sur le papier nous sommes foutus, il faudrait que Jeanne d'Arc revienne, comme vous, je souris avec la moitié de la gueule, exactement comme vous venez de le faire, Gérard. Je souris avec la moitié de la gueule et je pleure pas de l'autre, mais je la crispe en me disant mais il est déjà venu une Jeanne d'Arc. Je sais pas qui l'avait convoqué, mais il en est déjà venu une. Pourquoi pas une autre?
Eh bien écoutez, Patrick Goffman, en tous les cas, merci pour cette intervention, merci d'avoir participé à ce débat et cette émission sur Méridien Zéro. Messieurs, voici le temps de la conclusion. Eugène, merci. Jean-Louis Roumégas, merci d'être revenu. Alors, chers auditeurs, également disponibles les livres de Patrick Goffman. Alors, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de regarder le blog de Méridien Zéro, sur lequel nous préciserons les modalités, les titres qui sont encore disponibles à la vente chez Monsieur Goffman. Si certains sont intéressés, eh bien, envoyez-nous vos commandes sur zmeridien@yahoo.com et nous ferons suivre et nous ferons nécessaire pour la commande des livres chez Monsieur Goffman. Je rappelle également, parce que Monsieur Goffman était un éminent collaborateur de Serge de Beketch, que les mémoires de Serge de Beketch sont toujours disponibles auprès de Madame de Beketch. Je dirais que de manière pratique et identique, nous laisserons toutes les coordonnées nécessaires pour commander ces livres sur le blog de Méridien Zéro. Je vous rappelle, Méridien Zéro tout attaché, .ofort.com. Voilà, chers auditeurs, merci à vous, merci encore messieurs et bonne soirée.